Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire qui va nous permettre de comprendre comment négocier rapidement la mise en œuvre de la norme IFRS 16. Je m'appelle Pascal Boulard, je suis en charge pour Anaplan de la communication pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Pour ce webinaire, je suis ravi d'accueillir dans nos locaux Michel Morel, qui est directeur en charge d'Anaplan chez notre partenaire Reportwise et qui a mis au point cette application disponible dans notre App Hub. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous donner quelques informations sur le déroulement de ce webinaire qui durera 30 minutes. Après une présentation rapide d'Anaplan, j'aurai un petit entretien avec Michel Morel. Nous poursuivrons par une démonstration in situ de l'app IFRS 16 de Reportwise. Enfin, nous finirons par une séance de questions-réponses. Pour ce faire, n'hésitez pas à utiliser le chat et déposer vos questions au fur et à mesure de l'avancée du webinaire. Nous y répondrons en fin de séance. Je passe maintenant à la présentation d'Anaplan. Certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. Anaplan propose aux entreprises une plateforme collaborative pour travailler plus efficacement. Notre plateforme permet de planifier, de collaborer et d'agir en temps réel. Nos clients peuvent anticiper les événements stratégiques, modéliser rapidement les impacts potentiels et ajuster leur stratégie à la volée. Avec Anaplan, le chef d'entreprise peut aligner continuellement ses ressources, plans et dépenses aux opportunités de ses marchés. Parmi nos clients, nous comptons HP et AXA. Avant Anaplan, HP avait besoin de 4 mois pour donner la feuille de route, quota et territoire à chacun de ses 25 000 vendeurs. On parle de 178 pays, 800 paramètres de calcul pour les quotas, plus de 80 000 clients avec un quota assigné. Après la mise en œuvre d'Anaplan, il ne fallait qu'une semaine à HP pour fournir cette feuille de route. AXA a reconnu Anaplan comme une brique de base de son architecture IT. La plateforme est déployée dans les diverses entités d'AXA à travers le monde. En Allemagne, Anaplan a permis de remplacer 540 fichiers Excel et 7 interfaces différentes utilisées pour l'allocation des dépenses par une seule instance. Le processus d'allocation des frais a été réduit de 3 jours à quelques heures. Anaplan transforme radicalement la façon dont les groupes mondiaux planifient et pilotent leur stratégie. L'entreprise a été créée en 2016 par Michael Gould, un docteur S mathématiques, mais surtout un expert du monde Corporate Performance Management. Pendant 4 ans, Michael et quelques ingénieurs ont travaillé pour développer l'hyperblock. Cette technologie reprend le meilleur des bases de données existantes, colonnes, cubes et interfaces tableurs, le tout étant dans le cloud et in-memory. Nous étions 35 lors de la première commercialisation de notre solution en 2011. Nous comptons aujourd'hui plus de 650 collaborateurs. Notre chiffre d'affaires 2016 est de 120 millions de dollars. À ce jour, Anaplan a levé 240 millions de dollars de capital en plusieurs rounds. Les investisseurs qui nous ont fait confiance ont aussi financé Facebook, Tesla, Twitter, Box et SpaceX. Nous sommes donc en bonne compagnie. À la fin de notre dernier exercice fiscal, nous comptions plus de 660 clients répartis dans plus de 40 pays. Je passe maintenant à notre grand témoin Michel Morel. Donc bonjour Michel, qui êtes-vous? Bonjour Pascal, tout d'abord, et bonjour à tous. Michel Morel, je suis en fait un des fondateurs en France de Cartesis, société que j'ai créée avec quelques autres personnes en 1990. Après Cartesis, j'ai rejoint SAP pour lequel j'ai travaillé 4 ans, et ensuite Anaplan, où j'ai travaillé 3 ans chez Anaplan et j'ai mis en œuvre en fait la stratégie applicative d'Anaplan. Et en septembre dernier, donc j'ai rejoint Reportwise, cabinet de conseil en mise en œuvre de solutions de gestion de la performance pour les groupes, où je suis en charge du développement de l'activité Anaplan. Donc en 2 mots, Reportwise a environ 60 consultants spécialisés, comme je l'ai dit, dans le domaine de la gestion de la performance, et nous avons plus de 100 clients et essentiellement, je dirais, des grands groupes français et européens. D'accord, alors nous sommes ici pour parler de la nouvelle norme IFRS 16 qui prend effet au 1er janvier 2019. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'une norme qui change la méthode de comptabilisation des contrats de location. Donc, au lieu de comptabiliser, je dirais, juste une charge de location au compte de résultat, on va remplacer cette location ou ce montant de location par un actif équivalent et une dette
correspondant à l'acquisition de cet actif. L'objectif est d'une part de neutraliser le choix entre une acquisition et une location quand il s'agit d'acquérir un nouvel actif ou d'acquérir le droit d'usage d'un nouvel actif. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette norme aura un impact important sur certains indicateurs financiers, puisque cela va augmenter la dette des groupes et donc un ratio important dette sur capitaux propres. Cela aussi a un impact sur les EBITDA, donc bénéfices avant impôts, etc. Puisque la charge de location, qui était une charge d'exploitation, va se transformer en charge d'amortissement et d'intérêt. La distribution dans le temps des charges de location et des charges d'amortissement et d'intérêt est différente. Alors pourquoi cette nouvelle réglementation, Michel? Alors en fait, je crois que l'objectif essentiel est de prendre en compte dans le bilan des groupes les véritables engagements, je dirais futurs, qui n'apparaissaient a priori actuellement qu'à travers certaines annexes. D'accord. Alors Michel Morel, quand les entreprises doivent-elles être prêtes? Alors, comme vous l'avez dit, la norme s'applique à partir du 1er janvier 2019. Donc Michel, on parlait de cette norme IFRS 16 qui prend effet au 1er janvier 2019, mais les entreprises doivent être prêtes un peu plus tôt. Oui, comme c'est possible, en fait, certaines entreprises peuvent anticiper l'application de la norme au 1er janvier 2018, mais en tout état de cause, il est important pour les groupes de mesurer l'impact de l'application de cette nouvelle norme et d'avoir des données comparables sur 2018. Donc l'essentiel, la plupart des groupes veulent se mettre en ordre de bataille pour être prêts fin 2017 ou tout début 2018 pour être prêts au 1er janvier 2019. Alors Michel, quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour ne pas manquer ce rendez-vous? Le premier aspect est de faire un état des lieux des contrats pour effectuer une première simulation de l'impact sur le bilan et le compte de résultats à la date de transition. Cela permet de choisir la meilleure option pour le retraitement du passé. Il y a plusieurs options disponibles, plusieurs options de transition disponibles lors de l'application de la norme. Il faut ensuite surtout mettre en place une solution qui permet de gérer l'évolution des contrats de location et dans le temps et la mise en œuvre de nouveaux contrats également. Donc un appelant permet de répondre, comme on va le voir, à ces objectifs grâce à sa plateforme qui est immédiatement accessible. Notre application peut être configurée très rapidement, c'était un de nos objectifs lors de son développement. En moyenne, on compte entre 5 et 20 jours de configuration pour avoir une application opérationnelle et répondre aux besoins des groupes. Alors 5 à 20 jours, c'est vraiment très rapide. Et comment les entreprises peuvent-elles tirer parti de cette nouvelle réglementation? Alors les entreprises doivent bien comprendre l'impact de la norme sur leur bilan pour pouvoir orienter leur contrat de location dans le futur et donc prendre des décisions lors du renouvellement ou de la mise en œuvre de nouveaux contrats. Elles pourront par exemple prendre les meilleures options en matière de durée de contrat. Et donc à ce titre, la capacité de simulation d'un appelant est un atout remarquable pour je dirais, simuler l'impact de nouveaux contrats. Alors ça, c'est un bon teaser, mais peut-on rentrer dans le dur et avoir une démonstration, Michel? Tout à fait, tout à fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran de manière à ce que vous puissiez tous voir. L'application. Donc, on est ici dans l'environnement Anaplan. Donc, je vais attendre quelques secondes de manière à ce que l'écran puisse être affiché sur l'ensemble de vos ordinateurs. Donc l'environnement Anaplan, en fait, on y accède très simplement à travers un navigateur et une connexion Internet. Et une fois que l'on a accès à la plateforme Anaplan, on peut avoir à sa disposition un certain nombre d'applications, des applications de budget, de forecasting, de trésorerie. On va s'intéresser ici, bien évidemment, dans le cadre de ce webinaire, à l'application IFRS 16 que je vais ouvrir immédiatement. Si on regarde cette application, elle est assez, je dirais, simple en termes de structure. L'objectif, c'est de collecter l'information, et l'objectif essentiel est de collecter l'information sur les différents contrats de location. Donc chaque contrat, en fait, est attaché à une structure organisationnelle, à une société,
La structure organisationnelle de cette démonstration est évidemment simple, mais elle peut être, je dirais, dans un monde réel beaucoup plus complexe, avec plusieurs niveaux de regroupement des sociétés, par exemple. Donc chaque contrat est attaché à une société. Cette structure organisationnelle aussi permet de gérer la sécurité et les droits d'accès de chacun aux différents contrats. Donc il est tout à fait possible de donner accès je dirais, à chaque personne en charge de contrat à la société ou aux sociétés sur lesquelles qu'elle contrôle. Donc pour chaque société, on va avoir un certain nombre d'informations statistiques sur le nombre de contrats actifs, éventuellement les informations sur les contrats qui se terminent ou qui vont se terminer prochainement, et ensuite les contrats qui sont en cours je dirais, de saisie dans l'application. Chaque contrat va faire l'objet d'un workflow, c'est-à-dire que quand on va créer un nouveau contrat dans l'application, il va être en mode brouillon, en mode draft, et ensuite, une fois que un certain nombre de validations sont passées, que les informations sont entrées, qu'un certain nombre de validations sont passées, ce contrat pourra être soumis et donc faire l'objet je dirais, on pourra voir l'impact de ce contrat sur les écritures de retraitement. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, en fait, c'est quelles sont les informations du contrat, donc ce qu'on appelle la fiche contrat, dans lequel on va entrer l'ensemble des informations concernant ce contrat. Ces informations, d'ailleurs, peuvent être entrées manuellement, comme je vais le montrer dans cette démonstration, mais bien évidemment, elles peuvent être importées depuis un fichier Excel. Je parlais tout à l'heure de nombreux groupes qui avaient commencé des exercices de recensement des contrats existants, souvent sur une base Excel. Cet exercice peut être utilisé pour charger l'information, initialiser l'application au démarrage du projet. Donc quand on regarde la fiche contrat, on a un certain nombre de pavés d'informations. Premier pavé sont les informations, je dirais, générales du contrat. Donc il y a un nom de contrat, un code, le nom du bailleur, et ensuite quel est l'actif sous-jacent. Alors l'actif sous-jacent, on va le sélectionner dans une liste complètement personnalisable, bien évidemment. Là j'ai un contrat immobilier, on va le qualifier comme tel. Ensuite, autre information importante, c'est la devise du contrat. Donc, l'application gère plusieurs devises. Chaque contrat porte une devise. Ensuite, on a une devise au niveau de la société. Et ensuite, on a des devises au niveau des groupes ou des sous-ensembles, donc qui permettent d'avoir une vision, je dirais, dans la devise du contrat, dans la devise de la société et dans la devise du groupe de l'ensemble des informations. Une description. Et on peut aussi accéder, je dirais, au scan du contrat. En cliquant sur ce lien et donc avoir le contrat qui s'affiche à l'écran si on veut contrôler les différentes informations qui ont pu être entrées dans la fiche. Donc un environnement qui se suffit à lui-même. Ensuite, le dernier pavé suivant, c'est ce qu'on appelle la capacité louée. Alors pour des biens immobiliers, ça va être le nombre de mètres carrés, mais pour une flotte de véhicules, ça va être le nombre de véhicules, ou bien je dirais le nombre d'éléments pour d'autres types de contrats. Bien évidemment, cette liste d'unités de mesure est également complètement personnalisable. Et ça va être très utile parce que dans la vie du contrat, on va avoir des modifications et donc on va pouvoir voir si on a par exemple accru la capacité louée de nouvelles surfaces, ou bien réduit cette capacité louée en réduisant, je dirais, des bureaux, enfin la taille de bureaux loués, et dans le cas d'une réduction notamment, la norme impose un certain ajustement qui va passer par le compte de résultat, et donc cet ajustement va être calculé automatiquement grâce à cette information. Le pavé suivant concerne les dates contractuelles, donc le début du contrat, le début de la location, mais ensuite, et de manière importante, les différentes dates de fin possibles pour le contrat. Donc la fin, je dirais, contractuelle, mais les périodes d'extension possibles, les possibilités de fin anticipée ou d'exercice d'option d'achat. Donc différents types de dates. Tout est pris en compte. Et ensuite, donc, ce qui est important dans la norme, c'est qu'on doit définir quelle va être finalement la durée de location la plus probable, la plus certaine. Et il y a un choix à faire. Est-ce que ça va être la date de fin de location ou est-ce qu'on anticipe déjà de prolonger le contrat à l'issue de la première période d'extension? Donc on va sélectionner ici quelle est la date finalement
qui est raisonnablement certaine, pour prendre la terminologie officielle, de fin de ce contrat. Donc là, on avait choisi de la terminer à la fin de la première extension. Et puis, si je sélectionne une autre date, ben, en fait, ce que vous pouvez voir grâce au petit graphe qui se met à jour sur la droite, c'est que le calcul est immédiatement rafraîchi et donc va directement s'effectuer. Donc ça, c'est une des grandes caractéristiques d'Anaplan. Beaucoup de flexibilité. Donc de la grande flexibilité, des calculs en temps réel, pas besoin de faire sauvegarde, pas besoin de lancer un processus de calcul. Tout est là immédiatement dès qu'on a rentré l'information. Pavé suivant, ça va va concerner les loyers. Donc beaucoup d'options également. Donc quel est le loyer fixe? Quelle est la partie, je dirais, non fixe du loyer, essentiellement par exemple des parties de service, hein. En fait, la norme impose de capitaliser les loyers fixes, mais les parties de service en fait sont des charges qui vont rester des charges. Il peut y avoir aussi des parties variables qui dépendent de chiffre d'affaires, etc., qui ne sont pas pris en compte par la norme. Quelle est la fréquence de paiement? Est-ce que le paiement a lieu en début ou en fin de période, hein? Donc c'est un paiement annuel, est-ce qu'on va payer en début de période ou en fin de période? C'est important pour la prise en compte, le calcul de la valeur présente de tous les loyers futurs. Est-ce qu'il y a je dirais une franchise de loyer? Est-ce qu'il y a des coûts initiaux à prendre en compte qui vont ajuster également le droit d'usage? Donc, il y a un certain nombre de zones qui permettent, je dirais, d'ajuster soit la dette, soit le droit d'usage en fonction, je dirais, des caractéristiques et des recommandations ou de la norme. Le pavé suivant concerne les loyers variables qui s'appuient sur un index ou un taux. C'est très classique, hein, notamment dans les baux immobiliers, d'avoir des loyers qui sont indexés sur l'indice de la construction, l'indice des loyers commerciaux, etc. Donc l'application possède ces tables d'indices. Et va automatiquement recalculer le nouveau loyer à chaque évolution, à chaque date à chaque date anniversaire du bail, enfin, ou en tout cas aux dates de prise en compte de ces indices qui sont prévus dans le bail. Donc pas besoin de rentrer dans chaque contrat pour mettre à jour le montant du loyer. Ça, c'est pris en charge automatiquement par l'application. Et bon, il y a des cas particuliers, hein, c'est-à-dire que là, on est sur un cas, je dirais, assez standard. On a un loyer, on a éventuellement un index. Il peut aussi y avoir des paliers de loyer qui sont déjà prédéfinis dans le bail. Souvent aussi, c'est assez courant dans les loyers commerciaux. Et donc, à ce moment-là, on peut rentrer directement l'échéancier des paliers tels qu'ils ont été prévus dans le bail et donc qui vont faire l'objet du calcul d'actualisation. Donc, partie, je dirais, sur les loyers. On peut gérer le standard et on peut gérer les exceptions qui peuvent être nombreuses. Les exceptions peuvent être nombreuses, évidemment, il y a beaucoup de variations, de variantes possibles, hein, dans les baux. Alors, à la fois en France, hein, mais également dans les différents baux qui peuvent exister, ou les contrats qui peuvent exister dans les différents pays. Donc, par exemple, la table d'index est organisée par pays. Enfin, donc, on va avoir l'indice de construction en France, on va avoir le même type d'indice si on est en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou au Japon. Tout à fait. Dernier pavé important, c'est le taux d'actualisation. Donc de la même manière, l'application va gérer une table de taux d'actualisation en fonction de la devise, en fonction de la durée de la location par pays. Et donc c'est ce taux par défaut qui va être proposé, mais il est bien évidemment possible de le surcharger, de le modifier pour prendre en compte un taux d'intérêt qui pourrait être spécifique au bail en question. Donc, je dirais, je ne vais pas passer beaucoup plus de temps dans le cadre de ce webinaire, mais on a beaucoup d'options en fait qui sont disponibles pour caractériser les baux. Et nous travaillons d'ailleurs avec nos premiers clients pour enrichir et gérer des cas, je dirais, un plus grand nombre de cas particuliers. Donc une fois qu'on a rentré toutes ces informations, comme vous avez pu le voir, le calcul s'est fait, hein, on a pu voir ce graphe bouger. On a un certain nombre d'états qui vont finalement restituer le résultat des calculs. Le premier calcul qui est fait par l'application, c'est d'actualiser tous les paiements futurs, tous les loyers dus et certains. Donc on a un tableau qui va
je dirais paiement par paiement. On a un contrat qui est terminé en 2025, mais dont je dirais le loyer était dû en début de période. Donc le dernier loyer va être dû au 1er janvier 2025. On a donc tous les loyers dus. Et ensuite le total actualisé de ce contrat qui va être calculé. Ça, c'est une premier type de restitution. Alors là, je suis au niveau du contrat. Bien évidemment, on a toutes ces restitutions par groupe de contrats au niveau de la société. Donc, je vais me focaliser sur le contrat, mais enfin, vous pouvez imaginer que suivant la hiérarchie que j'ai présentée au début, on était tout à fait... toutes ces informations sont disponibles sur différents groupements. Ensuite, on a ce que j'appelle le tableau d'amortissement pour ce contrat. Donc, quel est le droit d'usage, quels sont les amortissements mensuels et quelle est la valeur nette du droit d'usage à l'issue de chaque période, chaque mois, chaque année. Et de la même manière, on a cette information pour la dette. Donc, on va prendre en compte finalement chaque loyer va venir diminuer la dette et représenter, donc c'est comme un emprunt en fait, hein, on paye une partie capitale, une partie intérêt qui va être représentée ici. Dernier type d'état, je m'arrêterai là, c'est l'écriture de retraitement, parce qu'en fait, toute cette information en fait, a comme vocation de générer une écriture de retraitement pour ces loyers, écriture de retraitement qui peut alimenter soit un système de consolidation, soit un ERP, ou soit les deux d'ailleurs, suivant la structure des groupes, en fonction du fait de savoir si chaque société comptabilise aux normes IFRS ou uniquement si cet impact IFRS est fait au niveau du groupe. Donc on va avoir, je dirais, année par année sur cet état, mais en fait on a cette information mois par mois, l'écriture à passer, donc qui impacte à la fois les comptes de bilan, les comptes donc actifs passifs et le compte de résultat avec une extourne du loyer payé que l'on remplace par l'amortissement et le droit d'usage, et la charge d'intérêt. Donc cette information après peut faire l'objet d'un fichier d'export par exemple. Donc le format de ce fichier d'export est défini dans le cadre du projet. On a quelques exemples qui sont disponibles dans l'application, mais c'est effectivement relativement spécifique au système cible qui va devoir être alimenté. Donc, en quelques minutes, voilà la couverture fonctionnelle de l'application. Un dernier point en termes de simulation. Donc, l'application va simuler l'impact des options de transition. J'en parlais tout à l'heure. Hein, donc, on a différentes options de transition, la méthode rétrospective et la méthode prospective et différentes variantes de ces différentes méthodes. Donc l'application a des tableaux qui permettent de voir, une fois que l'information, bien évidemment, est entrée, quels sont les quel est l'impact de ces différentes méthodes de transition, et donc permet, je dirais, de guider les groupes dans leur choix. Donc voilà pour cette démonstration. Alors si on est intéressé par cette solution, Michel, que faut-il faire? Écoutez, il faut contacter Anaplan ou contacter Reportwise. Donc Anaplan vous mettra en contact avec nous. De toute façon, on travaille de manière complètement collaborative, bien évidemment, pour effectivement aller un peu plus loin dans la démonstration et évoquer le cas particulier de chaque groupe. Très bien. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il fallait 5 à 20 jours pour mettre en œuvre cette application. C'est très rapide. Donc une entreprise qui veut être en conformité avec cette nouvelle norme IFRS 16 et la mettre rapidement en œuvre, si elle décide aujourd'hui de vous appeler, peut être prête en septembre-octobre. Oui, en fait, 5 à 20 jours je dirais en temps calendaire dans le cadre d'un plan projet, ça veut dire 1 à 2 mois de projet. Les grandes étapes en fait de la mise en œuvre de l'application sont relativement simples. Il faut configurer l'application, donc rentrer l'organisation, la structure organisationnelle, les types d'actifs, le mapping des plans de compte. Donc
c'est quelque chose qui est fait assez rapidement. Ensuite, il faut travailler sur les interfaces, c'est-à-dire collecter l'information qui peut exister sous forme de fichiers Excel et puis préparer donc les fichiers qui vont alimenter les systèmes cibles. Donc voilà, en fonction du nombre de systèmes cibles, en fonction de, je dirais, de la complexité des groupes, voilà ce qui peut expliquer les variations. Ensuite, ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'on est sur la plateforme Anaplan. Un des gros avantages de la plateforme Anaplan, c'est qu'on peut personnaliser facilement cette application. Par exemple, je vous ai montré la fiche contrat qui comprend un certain nombre de champs. Dans nos discussions avec un certain nombre de groupes, il peut être utile de rajouter un ou deux champs qui sont spécifiques à l'activité. Donc ça c'est possible. Et donc ça c'est tout à fait possible. Et là on bénéficie de la et on peut le modifier. Voilà, on bénéficie de la flexibilité de modélisation d'Anaplan et ça prend en général assez peu de temps, mais il faut l'intégrer dans un calendrier projet bien évidemment. Alors de nos amis en ligne, nous avons une question. La facturation est-elle sous forme de redevance annuelle? Est-elle en fonction du nombre d'utilisateurs ou du nombre de contrats gérés? Alors comment ça marche? Alors ça marche de la manière suivante en fait. Donc pour accéder à l'application, il faut accéder à la plateforme Anaplan. Donc il faut avoir, je dirais, il faut souscrire à Anaplan. Et là, la base de souscription à Anaplan est fonction du nombre d'utilisateurs. Donc c'est une souscription annuelle, fonction du nombre d'utilisateurs. Ensuite, pour disposer de l'application, nous demandons un droit pour accéder à l'application, et c'est un droit one shot. Donc on paye une fois pour accéder à l'application. Ensuite, il y a la partie projet. Très bien. Michel Morel, merci de ces précisions. Donc, si vous êtes intéressé, vous connectez Anaplan ou vous connectez Reportwise. Merci beaucoup, Pascal.